Donc, Madame la rectrice Hélène Bernard a souhaité clôturer nos travaux et nos reconversions. Merci Madame Benassar, et je pense aussi, on va vous remercier pour l'organisation, mais c'est pas à moi de le faire, de ces journées de l'association des conseillers d'orientation psychologue de France, dont je me plais à saluer une très nombreuse assistance. Albi n'est pas si près du centre de la France, donc c'est toujours un petit effort qui marque l'importance, probablement l'intérêt en ces moments de réflexion professionnelle partagée. Je remercie alors, je salue aussi votre présidente, Madame Amici, et je ne pourrais que clôturer, certainement pas conclure, bien entendu, n'ayant pas assisté à vos travaux, ayant un peu manqué le début de l'intervention de Jean-Yves Rochex et ayant complètement échappé à celle de Roland Gory, je ne vois pas très bien sur quoi je pourrais conclure. Néanmoins, je vais essayer de donner peut-être quelques impressions et puis relancer ensuite la balle de la réflexion, parce que cette question des missions des conseillers d'orientation psychologue a fait couler beaucoup d'encre et probablement en fera couler encore au moment où apparaît ce nouveau corps à l'horizon. Je sais que la ministre, Najat Vallaud-Belkacem, vous a salué en saluant par une vidéo qui était présente par la vertu, la magie de multimédia, pour ouvrir ces journées en saluant ce thème, celui de l'accompagnement, et en vous indiquant que non, certes vous étiez vous en mission d'accompagnement et que l'institution bien entendu vous accompagnait sur cette route parfois un peu difficile qui est celle des conseillers d'orientation psychologue. Alors je voudrais dire quelques mots peut-être. On n'aura pas beaucoup de temps pour un débat parce que par contre je suis obligée moi, ensuite de me sauver, donc après je ne sais pas ce que vous faites, si vous êtes libre ou si vous avez une belle soirée organisée à Albi. C'était hier soir. C'était hier soir. Bon, quelques mots. D'abord, pour dire tout l'intérêt que j'ai pris à l'intervention de Jean-Yves Rochex, et qu'on n'a pas le temps de débattre, je me contente de dire ça. D'abord, vous dire que vous êtes dans un lieu clé, ça fait toujours plaisir de se dire, après tout, vous savez, ce tropisme qui consiste à trouver toujours, non pas l'herbe plus verte ailleurs, mais le lieu où l'on est assez intéressant. À Albi, ce centre universitaire, Institut universitaire Jean-François Champollion, est une nouvelle EPSCP, c'est tout récent, ça a moins d'1 an, et cet établissement a très brillamment réussi, je dirais, sa mission d'aménagement du territoire, c'est pas sans dire, en ce sens qu'il fallait convaincre qu'à Albi, on pouvait réussir finalement à mettre en place et à développer un centre universitaire adapté aux besoins du territoire qui contribuerait à démocratiser l'accès à l'enseignement supérieur. Et les quelques milliers, avec une croissance remarquable, une des plus importantes de France, les milliers d'étudiants, je sais pas, Madame l'inspectrice d'académie, le dernier chiffre, là, entrée 2016, sur Jean-François Champollion, 3004, 3005, en forte croissance. Bon, c'est en gros un peu plus petit que Nîmes, c'est pas une grande université, mais néanmoins la poursuite des effectifs, la progression d'effectifs est très intéressante, le pourcentage de boursiers est incroyable, les taux de succès en licence sont remarquables, et les accès ensuite souvent ici et à Toulouse, parce que le problème de l'Académie de Toulouse, c'est que tout est concentré sur l'agglomération de Toulouse. Les succès et le taux de réussite ensuite en master sont très supérieurs à la moyenne d'étudiants qui poursuivent leurs études à Toulouse. Donc c'est une très grande réussite, dans les problèmes de locaux, les problèmes d'encadrement, mais c'est une très grande réussite. Donc je voulais le signaler parce que quand on parle de l'ambition qu'on veut donner aux élèves, y compris sur des territoires qui ne sont pas les plus défavorisés. Le Tarn n'est pas un territoire marqué par la difficulté sociale, mais néanmoins, l'éloignement territorial des grands centres universitaires réduit clairement l'ambition
pour des raisons qui sont aussi financières, mais contribue aussi à réduire l'ambition des jeunes et des familles. Donc c'est une très très bonne et belle opération d'aménagement du territoire poussée par le pouvoir public que cet Institut national Jean-François Champollion. Vous n'êtes pas n'importe où. Voilà, par ailleurs, vous n'êtes pas non plus dans n'importe quelle académie. Alors là, vous voyez quelques petites fleurs, madame la directrice. Mais bon, une académie qui est très engagée dans une politique d'orientation, justement, pour contribuer. On sait bien qu'on n'arrive pas à totalement la réduire, mais contribuer à réduire les inégalités scolaires, et ça passe par tous les leviers de l'action académique et très clairement aussi par la conduite de politiques d'orientation très volontaristes. Bien. Nous faisons par exemple partie des académies qui sont expérimentales sur, alors ça peut être débattu, hein, l'orientation laissée au libre choix des familles. Le dernier mot, je n'aime pas le terme dernier mot aux familles parce qu'il n'y a pas de conflit, mais c'est une coéducation à l'orientation qui permet effectivement d'abord renforcer le lien avec les familles et ensuite améliorer de façon consensuelle les choix d'orientation des élèves en s'assurant que ce sont des choix et non pas des orientations subies. Nous avons plus de 80 collèges aujourd'hui qui expérimentent sur 320 publics et privés, mais là ça ne concerne que le public, qui expérimentent cette démarche et je crois qu'on va encore augmenter, puisqu'il n'y a pas de conclusion sur l'expérimentation au niveau national, nous poursuivrons cette expérimentation cette année en augmentant ces effectifs de collèges. Ça commence à être significatif. Si on peut atteindre une petite centaine de collèges cette année, ce sera très bien, on en reparlera. Donc voilà, nous avons par ailleurs mené, madame l'inspectrice d'académie du Tarn d'ailleurs y est très associée avec le CSAIO et avec l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, une politique très volontariste aussi dans le cadre du -3+3 pour améliorer l'ambition des parcours scolaires vers le post-bac et pour justement casser les stéréotypes que vous soulignez tout à l'heure, que vous connaissez bien, qui voudraient que quand on a subi pour des raisons scolaire et sociale, une orientation toujours considérée comme subie, il y aurait des choses à dire là-dessus aussi, il ne faut pas non plus caricaturer. Une orientation vers l'enseignement professionnel, c'est parfois quasiment construit comme un pléonasme, eh bien voilà, c'est fini, on n'a pas d'autre, la voie du succès universitaire s'éloigne. Maintenant que nous avons 30% de bacheliers à peu près par la voie pro, il est évident que de plus en plus évident que la voie professionnelle, avec 2/3 d'élèves qui souhaitent poursuivre leurs études après le baccalauréat, la voie professionnelle va alimenter tout à fait normalement aussi l'enseignement supérieur, mais de façon efficace. Donc nous travaillons évidemment à améliorer les taux d'orientation des bacheliers professionnels vers les BTS. J'étais tout à l'heure au lycée Rascroche d'Albi, un grand lycée polyvalent, culture ancienne, industrielle, technologique et maintenant aussi professionnelle. Ils sont à 70% de poursuite d'études, de poursuite d'études, de participation à APB, donc ils sont dans une démarche de recherche de poursuite d'études, d'orientation en post-bac, et le lycée, selon les BTS, a parfois navigue entre 20-30 et plus de 50% de bacheliers professionnels en BTS. Ils sont à 1% de bacheliers pro, il y en a 2 qui sont allés en licence cette année, c'est rien du tout, ça veut dire qu'on arrive à assécher là pour le coup orientation par défaut des bacheliers pro à l'université directement. Donc, mais ça ne se fait pas sans s'en occuper, mais s'en occuper, je dirais, de façon un peu, obstinée et acharnée. Il faut construire les partenariats avec l'enseignement supérieur. Il ne suffit pas de mettre APB, de réguler APB et de s'occuper des différentes petites manettes pour que les flux aillent naturellement vers les bonnes orientations. Il faut travailler les partenariats avec l'enseignement supérieur. Et ça, c'est un travail non pas de longue haleine, parce que c'est l'intérêt de l'université et l'ensemble des établissements que de conduire dans les meilleurs délais possibles les étudiants à un diplôme et à une poursuite éventuelle même de formation. C'est vraiment un intérêt partagé. Par contre, nous sommes l'éducation nationale avec l'aspect masse,
et le nombre de nos bacheliers. En face, on a des structures universitaires qui sont quand même pas très nombreuses quand on regarde les équipes qui se consacrent à l'orientation. Les services d'orientation, c'est pas très nombreux, alors on met quelques COP qui sont mis à disposition des universités, et nous cherchons à renforcer ce partenariat à peu près à tous les niveaux et dans tous les domaines, et pour toutes les filières. Bon. Ça vaut pour l'association régionale des UT ici, pour les bacs techno, ça vaut pour l'amélioration des orientations des lycéens généraux en licence. Donc j'insiste beaucoup sur ces questions de l'enseignement post-bac parce que ça va devenir la règle pratiquement généralisée. Le bac n'est qu'un passage. Sauf pour ceux, et là il faut quand même leur laisser le choix de le faire, il ne faut pas les en empêcher, j'entends quelques remarques de temps en temps. Les lycéens, les jeunes qui souhaitent vraiment s'orienter vers un métier et qui ont vraiment envie de travailler dans le bois ou de travailler dans la mécanique, il faut les laisser faire et aller en lycée professionnel sans les stigmatiser et sans chercher à les dissuader non plus. Bon, parce que après tout, en faisant ce choix, ils pourront ensuite continuer leur formation et très probablement raccrocheront un BTS et certains avec des formules de type BTS pourront ensuite continuer au-delà, voire même vers des formations licence pro ou une formation d'ingénieur. Donc ça n'est plus une impasse. Donc je dirais d'une certaine façon, l'orientation vers la voie pro va peut-être progressivement aussi se dédramatiser. Alors on n'en est pas encore tout à fait là parce qu'il y a des pesanteurs très fortes, territoriales aussi, raison de proximité. Il faut avoir en tête que progressivement, cette voie professionnelle, il faut aussi la concevoir comme une voie débouchant sur l'enseignement supérieur, dès lors qu'on est capable d'assurer un parcours de réussite. Donc c'est une académie qui, de ce point de vue-là, se positionne bien. On a 44-45% des bacheliers, je focalise un peu sur les bacheliers professionnels industriels en BTS. Donc, mais ça n'est pas le seul sujet. J'aurais beaucoup de choses à dire sur ce que vous avez indiqué, mais pour revenir maintenant à ces journées, donc un lieu clé, un moment clé évidemment, beaucoup de changements dans l'univers de l'éducation nationale où les conseils d'orientation psychologues évidemment vont avoir à se positionner, la refondation qui me semble-t-il d'ailleurs est une réponse plus convaincante que par le passé parce qu'elle est cohérente et globale et qu'elle touche tout l'enseignement obligatoire, a vocation à s'attaquer justement aux inégalités scolaires produites par notre propre système, qui est un grand système de tri, comme vous l'avez indiqué, et donc l'ensemble de la réforme, et notamment la réforme des collèges, doit permettre de s'attaquer, parce qu'elle est pédagogique, qu'elle touche justement aux pratiques pédagogiques et qu'elle engage l'ensemble des équipes à travailler en équipe, à travailler de façon transversale, à différencier la réponse pédagogique, à travailler ensemble sur la différenciation et pas chacun dans son coin dans sa classe, à organiser l'accompagnement personnalisé, en termes, eh bien, je dirais par cycle et en lien avec le premier degré, je dirais que si, un, elle n'est pas remise en cause évidemment, et deux, si on s'attache à ce qu'avec l'ensemble des corps d'inspection et l'ensemble de la communauté scolaire, à la faire vivre et à lui donner tout son sens, je pense qu'on a un vrai levier de lutte contre les inégalités scolaires. Au-delà des rustines ou des alibis que telle ou telle réforme ou dispositif du passé avait pu conduire. Bon. C'est un moment clé aussi parce que après la loi qui a créé le SPRO, on a effectivement une nouvelle vague, non pas de décentralisation forte, mais la constitution des grandes régions renforce quand même le poids des régions, et que dans cette configuration, les SPRO qui ne sont pas, enfin ici c'est pas encore extraordinairement développé, il n'y a pas d'action, je dirais, forte encore de la région sur ces questions, mais avec un peu de temps, il est possible que cela vienne. Donc les régions ont des responsabilités, d'abord de relations avec le monde économique, d'aménagement du territoire, de conduite des politiques d'orientation, toute orientation et tout public confondu. Et de ce point de vue-là, j'espère que nous pourrons conduire une politique efficace en lien avec la région et de façon cohérente, en ayant sans doute une vision un peu à la fois large, orientation tout au long de la vie, pour tout public, mais pour ce qui concerne le public scolaire, qui est quand même notre cœur, enfin, qui est votre cœur de métier, je sais bien que les CIO, ça c'est ma position, je sais que ça fait parfois hurler, mais tant pis je le dis, je pense que les CIO ont à travailler sur le cœur de métier, c'est-à-dire la population scolaire. Que les adultes viennent vous voir, c'est bien, mais c'est pas votre cœur de métier. Le cœur de métier, c'est l'envers. C'est mon opinion,
tout le monde ne la partage pas, mais c'est déjà assez compliqué comme ça. Hein. Il me semble, il y a d'autres opérateurs, il y a d'autres partenaires qui s'occupent de l'orientation des adultes, des réorientations, du traitement du chômage de longue durée, etc. etc. Donc oui, il faut du partenariat, mais je pense que le monde de l'orientation scolaire doit travailler sur la population scolaire et étudiante. Scolaire et étudiante. Et ça d'ailleurs, il faudra sans doute qu'on augmente un petit peu, qu'on voit un peu comment on murmure dans la salle. Comment on renforce les capacités de réponse de l'orientation au sein de l'université, pour dire les choses simplement. Donc c'est un moment clé parce qu'il y a la refondation, parce que le moins 3+3 change un peu la donne, parce que les régions vont intervenir progressivement comme des acteurs, mais on verra sur quoi. Voilà. Bon, donc c'est un moment intéressant, et d'autant plus intéressant que s'annonce va sortir un nouveau statut pour les conseillers d'orientation psychologue. Alors je ne connais pas suffisamment les différentes obédiences du monde de l'orientation pour savoir où je mets les pieds en m'adressant à vous. Mais il me semble que l'interrogation sur les missions, elle est quand même essentielle. Donc, quand vous choisissez le thème de l'accompagnement, c'est vrai qu'on pense à l'accompagnement individuel. Or, vous l'avez dit, et je pense que c'est vrai, le conseiller d'orientation, il se positionne, il est au carrefour, en fait, et du monde éducation nationale. Alors, certes, au plus près des élèves, etc., mais c'est pas non plus un clinicien, hein, pas un pédopsie, c'est un conseiller d'orientation psychologue, il me semble. Et donc, il est au carrefour du monde scolaire, avec la complexité et cette structuration, ce cloisonnement qui produit de l'échec scolaire. On sait bien que ça produit de l'échec scolaire. On sait bien qu'à la fois, enfin, on va développer, mais... et donc, du monde scolaire, des familles, du monde économique, parce que, désolé, mais il me semble qu'il faut aussi continuer de se préoccuper du conseil concernant, effectivement, les voies de formation, par rapport aux perspectives professionnelles, et Dieu sait que c'est compliqué, parce que ça bouge sans arrêt, que les métiers d'aujourd'hui ne sont pas les métiers de demain, mais ce lien avec le monde professionnel, on ne peut pas l'ignorer. Ou alors, cela veut dire qu'on confie cette mission de conseil liée à la connaissance des métiers, des parcours professionnels, aux régions et au monde professionnel. Parce que sinon, on ne voit pas qui va le faire. Bien. Donc il me semble qu'il faut faire attention. Bon, c'est une mission complexe, c'est aussi une mission partagée, donc elle est aussi au carrefour des partenariats avec les autres opérateurs, des partenaires, les collectivités territoriales évidemment, les régions, mais aussi les réseaux de missions locales, etc. etc. Bon. Donc c'est un métier complexe. C'est un métier qui a été un petit peu oublié par l'institution, il faut bien le dire, au cours des années précédentes, avec la refondation et ce nouveau, je dirais, intérêt pour le métier, qui se traduit par un choix, qui est un choix stratégique, de créer un corps de psychologue en unifiant le premier degré et le second degré. Donc c'est, je veux dire, le côté très positif, c'est qu'on se préoccupe, l'institution se préoccupe à nouveau du rôle et du devenir des conseillers d'orientation, hein. Mais en même temps, ça pose la question de ce métier, en particulier, je dirais, le second degré pour ce qui concerne le conseil en orientation. Donc il restera des interrogations. Le métier a été partagé, les fonctions ont été aussi attribuées aux établissements et aux professeurs, notamment aux professeurs principaux. Donc c'est un partenariat, je trouve ça sain, parce que de toute façon il n'y a pas assez de COP pour conseiller tous les élèves dans tous les établissements 24 heures sur 24. Donc il y a bien à essayer faire l'efficacité en travaillant ensemble, mais il faut travailler les complémentarités, donc ce sont des sujets qui méritent des échanges avec les professeurs. Donc ce sont, je dirais, des missions à la fois très, très importantes, parfois méconnues. On sait qu'elles ont été très critiquées. Moi, je suis absolument convaincue de la caractère essentiel, du rôle essentiel qu'ont à jouer les conseillers d'orientation psychologue dans la performance globale de notre système, à condition qu'ils conservent leur originalité, qu'ils la fassent reconnaître, c'est-à-dire avec des compétences qui sont plurielles,
et des capacités d'agir à l'interface de mondes différents et qui se méconnaissent de moins en moins. Voilà, donc je vous souhaite de poursuivre vos réflexions en ajoutant que les recteurs ont trouvé qu'ils avaient absolument besoin des conseils d'orientation parce que, étant donné qu'il y avait de moins en moins de recrutement au concours, on a toujours compensé par des recrutements de contractuels. Ce qui prouve bien qu'on a quand même un peu besoin de vous. Voilà, sur ces notes optimistes, je vous souhaite une bonne fin de séjour à l'UNI. Merci. Levez le camp. Vous levez le camp. Oui, oui, on lève le camp. Oui, oui. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir. À bientôt, madame. Chers voyageurs, j'ai demandé à Dominique Occard de m'aider à faire ce discours de clôture, parce que je pensais que ce serait le discours d'ouverture qui serait le plus compliqué, mais finalement c'est le discours de clôture qui s'avère l'exercice qui me paraît le plus périlleux. Au revoir. Vous êtes libre de dire tout ce que vous voulez. Bon, on se sent toujours libre, madame. Je vais parler de poétique, en fait. Je vais faire ce choix-là. Et Dominique m'a dit, tu vas voir, c'est simple, il suffit que tu résumes et que tu reprennes des choses de toutes les interventions qu'il y a eu. Voilà, on est d'accord. Ça m'a fait moyennement rire, j'en suis incapable. Voilà, je suis incapable de faire cette chose-là. Par contre, j'ai en tête quelque chose dont a parlé Roland Gori ce matin et qui me tient à cœur. C'est effectivement cette poétique, alors je le cite, cette poétique de la révolte, debout les œuvriers. Moi j'aurais envie, alors œuvriers bien sûr, mais j'ai aussi en tête récemment une promenade que j'ai faite dans un lieu un peu alternatif où il y avait des locomotives, c'était un ancien entrepôt avec des locomotives et avec des phrases. Alors j'ai pas retenu l'auteur mais qui faisait la différence entre le tourisme et le voyage. Alors ceux qui me connaissent savent que je vais arriver quelque part avec ça, hein, ne vous inquiétez pas. Et que en fait le tourisme serait dans sa définition le fait de se déplacer quelque part, avec l'idée que l'on peut y voir quelque chose que l'on veut voir. J'espère que ça vous convient. Alors que le voyage est beaucoup plus indéterminé. On sait où l'on va, mais finalement, au fil de ce cheminement, de ce déplacement, on va peut-être voir les mêmes choses que ceux qui voyagent pour le tourisme. Donc c'est aussi le tourisme peut être un voyage, mais c'est aussi des rencontres, des connivences, des expériences qui viennent nous enrichir. Et pour moi, ce congrès, et j'espère que c'est ce que cela a été pour vous, c'est un voyage, j'espère. Il a fait chaud, il a fait beau. On a eu aussi, si je ne me trompe pas, la Chagat, mercredi, c'est ça hein? Non, il paraît que si je disais ça, peu de personnes savaient ce que c'était. Donc, mais je l'ai dit. Voilà, et ce voyage, le lien que je ferai quand même à ce terme d'accompagnement, mais aussi à toutes ces questions de personnalisation, de dénombrement, c'est qu'un voyage, on ne compte pas vraiment. Un voyage, si on le personnalise, ça devient du tourisme, puisque en gros on programme ce qui va être offert. Donc cette invitation au voyage, j'espère vraiment que c'est ce que vous avez rencontré en venant au congrès, c'est-à-dire que je pense que beaucoup d'entre vous, et on a vu plein de nouvelles têtes, sont venus au congrès avec une idée, bon, ça allait être intéressant, des intervenants intéressants, mais j'espère et je pense, d'après ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, que vous avez trouvé beaucoup plus de choses et que vous repartez avec beaucoup plus de richesse, d'expérience, qu'un simple déplacement de touristes. Voilà. Et nos élèves, au quotidien, je pense que ce ne sont pas des touristes, vous connaissez l'expression, ce sont des voyageurs, accompagnons-les dans ce voyage. Je serai aussi brève que ça, je préfère. Parce qu'il fait très chaud et je sais que tout le monde a très chaud, surtout ceux qui sont tout au fond là-haut. On est beaucoup mieux en bas, s'il y en a qui veulent la place.
Et je terminerai par les remerciements. Donc, je tiens à remercier, elle n'est pas là, mais bien sûr Madame Brigitte Pradin, la directrice de cet établissement d'enseignement supérieur qui nous a reçus. Madame Naïma Meringo et ses multiples casquettes et ses multiples talents, pour ceux qui n'étaient pas à la soirée festive, où nous étions plus de 150, 157. Nous avons pu passer de très bons moments, donc je pense que c'était un voyage, Madame Maringo. Ensuite, la municipalité qui nous a particulièrement aidés avec Madame le maire et Madame qui s'appelle le maire. Elles sont deux. Bien sûr, je remercierai Madame la rectrice pour tous ces chiffres qui nous ont montré à quel point le voyage était nécessaire et la poétique. Et je finirai par des remerciements à l'équipe organisatrice, donc les CIO du Tarn, notamment le CIO d'Albi avec Pascal, qui est une contemporaine de ma promotion. Pascal, coucou. Venez. Chantal Faba. Élodie Corbière, venez. Le CIO de Gaillac avec Laurence Cadou et Fabrice. Il est où Fabrice? Jocelyne. Voilà. Alors Jocelyne. Le CIO de Castres avec Catherine Deslandes, Dominique Aide et Hélène Blanchard, pardon. À Toulouse, André, fabuleux André, coucou André. Et vraiment vous savez pas tout, mais voilà. André et Émilie aussi. Émilie, elle est là, Émilie? Émilie n'est pas là, qui nous a beaucoup aidés. Tous les collègues, dont je ne connais pas tous les noms, qui nous ont aidés pendant tout le congrès, qui ont donné un coup de main, qui ont accepté de prendre du temps, puisque, rappelez-vous, tout ça, pour nous tous, c'est du bénévolat. C'est du temps que nous prenons. Nous tenons aussi à remercier toutes les personnes qui ont animé des ateliers. Ils ont été nombreux, ils ont été riches. On vous demandera d'ailleurs de nous renvoyer tout ce qui est documentation d'Aporama que nous mettrons à la disposition des collègues. Vous trouverez les vidéos faites par le talentueux Jean-François Castel du congrès sur notre chaîne YouTube et qui a aussi mis en œuvre le site des JNE. Et enfin, bien sûr, comment elle s'appelle au fait? Laure et Emmanuel. Elle est où? Voilà, Laure et Emmanuel, que je remercie infiniment. Vous savez pas tout ce qu'on a fait ensemble, mais c'était chouette. Voilà, je vous remercie tous. Pour l'instant, je vous dis pas l'année prochaine. Ah ouais, ça jette un froid. Bah oui, vous avez envie de vous retrouver l'année prochaine. Et pour l'instant, donc téléphonez-moi, écrivez-moi un mail. Nous sommes là, nous serons à vos côtés. 3 personnes, un thème, un lieu, et on fait tout pour vous. Voilà. Merci à l'équipe. Au revoir, à bientôt. On va se donner des roses, voilà. Ou se les lancer.